parfois, l'odeur de goudron brûlé et de toile mouillée parle plus fort que les cloches du tribunal. Quand on a installé le pilori au centre-ville, personne ne regardait directement, même ceux qui étaient venus pour voir le spectacle. Les pierres sous leurs pieds clapotaient sous la pluie et les crachats. Et la poutre en bois, avec son anneau de fer, brillait comme si elle comprenait elle-même la valeur de la réputation humaine. Mais au milieu du XVIIe siècle, dans une ville du Nord, le pilori était presque toujours vide. La place était calme. Seul le gardien racontait que désormais, la honte se payait d'avance. Bonjour à tous. Je suis votre narrateur. Écrivez dans les commentaires d'où vous regardez, de quelle ville, de quel pays. Je suis curieux de savoir jusqu'où s'étend cette enquête. Installez-vous confortablement et n'oubliez pas, parfois, le plus effrayant n'est pas la torture, mais le tarif. Bonne écoute. La ville en question était sous l'autorité d'un duc dont la charte stipulait: la punition par la honte est la même pour toutes les classes sociales. Mais l'égalité s'arrêtait là où commençait la comptabilité. Les historiens ont trouvé 2 registres dans les archives municipales. Le Livre des vengeances, où étaient consignés les citoyens condamnés au pilori, et le Registre des travaux des services publics. À première vue, ces documents n'ont aucun lien entre eux. Le premier contient des listes de noms, des dates et des articles sur les délits: faux serment, blasphème, fraude, lors du pesage du pain. Le second contient des colonnes indiquant le nombre d'heures passées à nettoyer la cour des fonctionnaires ou à réparer les ponts. Mais dans l'un des registres, un nom apparaît 2 fois, celui du marchand Martenveld. Dans le registre des sanctions, il était inscrit comme mis au pilori pour avoir triché dans ses transactions commerciales. Dans le registre des travaux, il était inscrit comme ayant exécuté une mission pour le compte du juge. La différence entre les dates est d'1 jour. Le greffier a apparemment écrit les 2 mentions à la même heure. Une feuille pour la morale, l'autre pour la caisse. Est-ce un hasard? Probablement pas. À cette époque, la punition publique n'était pas seulement un acte judiciaire, mais aussi une forme de théâtre urbain. Les gens devaient voir le corps du coupable devenir le vecteur de la honte. Mais si le corps disparaissait, le théâtre s'effondrait. Le pouvoir perdait son public. Pour éviter cela, les fonctionnaires ont mis au point un système de remplacement. Le principe était simple. L'accusé pouvait racheter sa honte par le travail, mais pas pour la ville, mais pour la cour privée d'un des fonctionnaires. Cela prenait la forme d'une corvée nocturne, le plus souvent le ramassage du fumier, le transport du bois ou le nettoyage des fossés. Tout se passait sans témoin, mais avec un reçu. Les habitants appelaient cela un travail honnête. En réalité, comme le montrent les plaintes qui ont été conservées, il s'agissait d'un moyen payant d'échapper à l'humiliation publique. Le trésor public ne recevait pas un centime. Tout restait entre les mains de celui qui ordonnait la réparation.
Le système convenait à tout le monde, sauf aux pauvres. Ceux-ci ne pouvaient pas payer et étaient condamnés à être attachés au poteau. Parfois, ils portaient autour du cou des pancartes en bois sur lesquelles leur « crime » était inscrit au charbon. Ces pancartes étaient ensuite conservées à la mairie comme preuve de leur correction. Dans la chronique de la ville pour l'année 1571, on trouve une étrange inscription. La place est calme, bien que plus de 20 personnes aient été punies. Les historiens ont longtemps cherché à comprendre ce que cela signifiait, jusqu'à ce qu'ils trouvent le livre des plaintes des greffiers. On y lit « Les punitions sont infligées contre les murs des maisons des fonctionnaires, où les habitants ne peuvent les voir. » C'est ainsi qu'est apparu le phénomène de la honte sans public. Il allait à l'encontre du principe même de la punition, car le sens du pilori réside dans le spectacle. Désormais, la punition se transformait en service. Les archives mentionnent les tarifs. 3 nuits pour vol, 6 pour faux serment, 12 pour sacrilège. Si le condamné était riche, il pouvait payer en argent à la place des nuits. Le montant dépendait du rang du fonctionnaire à la cour, duquel la punition avait lieu. Lorsque le journaliste, alors encore écrivain indépendant, travaillant dans une imprimerie municipale, tomba pour la première fois sur ces divergences, il décida qu'il s'agissait d'une erreur du copiste. Mais les coïncidences étaient trop nombreuses. Pour chaque jour vide dans le livre des punitions, il y avait une personne inscrite dans le registre de travail. Les noms coïncidaient avec une précision étonnante. Il a commencé à comparer les listes. En un an, il y avait 22 cas de coïncidence. Au cours des 3 années suivantes, il y en a eu plus de 60. Et au bas du livre, en petits caractères, était inscrit « Cours du conseiller d'État Le Maine ». C'est là, selon les témoignages ultérieurs, que se trouvait le même poteau dans la cave, mais sans la place ni le public. On disait que les punis étaient attachés pendant un court moment pour humilier leur esprit, puis recevaient des pelles et travaillaient jusqu'à l'aube. Formellement, la punition avait eu lieu. En réalité, la honte était cachée. L'Église s'y est d'abord opposée. Le doyen de la cathédrale écrivait que l'expiation sans témoin ne peut être efficace. Mais un an plus tard, les registres paroissiaux comportaient déjà la mention. La repentance a été accomplie. Le témoin est le juge. C'est ainsi que le système religieux s'est adapté à la nouvelle réalité. La morale publique a été remplacée par la morale comptable. À mesure que cette pratique se répandait, les dénonciations ont disparu. Les gens ont compris qu'il était possible de payer pour effacer leur honte. Les ragots urbains ont laissé place à des transactions discrètes. Pour les autorités, cela était même avantageux. La place n'était plus le théâtre de troubles.
et le flux d'argent vers les mains privées était devenu stable. Le pillory s'est transformé en un service comptable avec une grille tarifaire. Lorsque, quelques années plus tard, l'écrivain a publié un article intitulé « L'égalité des peines en chiffres », celui-ci a été rapidement retiré. Les autorités ont déclaré que les données étaient inexactes et que les coïncidences étaient fortuites. Mais l'un des employés, licencié peu après l'audit, a transmis aux journalistes une copie du rapport interne. On y lit noir sur blanc. Approuvé. Le remplacement de la honte publique par une corvée de nuit à la cour des fonctionnaires est autorisé à la discrétion du juge. Le paiement reste à sa discrétion. Il y a 3 signatures. Le blason du duc figure en haut. C'était le premier document confirmant l'existence de cette pratique occulte. Sa publication a déclenché une série de scandales. Certains ont qualifié cela de « humanisation de la justice », arguant que l'individu n'était plus humilié publiquement. D'autres y voyaient une trahison du sens même de la punition. Mais le plus effrayant était que la ville ne pouvait plus revenir à ce qu'elle était auparavant. Le poteau était toujours là, sur la place, mais il ne faisait plus peur. Son anneau brillant était recouvert de rouille. Personne ne voulait y voir la vérité sur soi-même. Plus tard, les historiens appelleront ce phénomène la personnalisation de la honte. Ce qui était autrefois un symbole d'égalité devant la loi était devenu le miroir de l'inégalité. Les serviteurs le savaient. Plus leur maître était riche, moins il avait honte. Sur le papier, tout était conforme au règlement, mais dans les faits, on faisait des économies sur les personnes. Lorsque le système a commencé à s'effondrer, on a tenté de le justifier comme une mesure temporaire. Mais c'est alors qu'un journaliste a découvert une nouvelle piste. Parmi les registres de l'année 1573 figurait le nom du juge Lehmann lui-même. Il était inscrit dans le livre des sanctions pour négligence professionnelle, mais le même jour, il figurait dans le registre des travaux de nuit. Cela signifie que le juge s'était racheté lui-même. Ce fait a marqué un tournant. L'histoire, qui n'était au départ qu'un incident interne, s'est transformée en scandale politique. La municipalité a ouvert une enquête, mais les documents ont disparu. Il ne restait que des copies et des lettres indiquant que tout avait été fait conformément au règlement. Le journaliste a continué à rassembler des informations, craignant d'être arrêté. Ces notes sont la seule source qui permettent aujourd'hui de reconstituer l'économie de la honte de cette époque. Et pourtant, le plus frappant n'est pas que les fonctionnaires aient pris de l'argent, mais que les citoyens aient gardé le silence. La punition publique est devenue une affaire personnelle. La honte, une marchandise. L'idée de justice s'est transformée en une quittance que l'on peut payer avant l'aube. Lorsque la commission a commencé son enquête, les fonctionnaires avaient déjà réussi à réécrire la moitié des registres. Les pages où figuraient des noms identiques avaient été déchirées ou recouvertes d'encre. Il ne restait que des fragments, parfois un seul mot, nuit,
service vengé. Néanmoins, même ces bribes ont montré l'ampleur du phénomène. En un an seulement, le montant des paiements hors budget versés aux fonctionnaires dépassait les recettes de toutes les taxes municipales. Et tout cela sous le couvert de travaux correctifs. Pour comprendre comment le système fonctionnait, il faut imaginer la ville à cette époque. Des rues étroites, des maisons collées au mur, l'humidité, l'odeur du fumier et de la suie. Sur la place où se trouvait autrefois un poteau, il y avait désormais une tente où l'on vendait des tissus. Les commerçants disaient que c'était une chance. Depuis qu'on avait cessé d'y amener les coupables, il y avait moins de bagarres et de cris. Mais le calme était trompeur. À l'ombre des maisons, un autre commerce se développait, non pas celui des marchandises, mais celui de la possibilité de rester invisible. Le journaliste qui enquêtait sur cette affaire nota: « La honte est devenue le privilège des riches. Ceux qui peuvent payer achètent le silence. Ceux qui ne le peuvent pas paient de leur personne. » Il n'exagérait pas. L'un des procès-verbaux conservés indique: « Le tisserand Peter Shore a été humilié, car il n'avait pas les moyens de se racheter. » Sa faute. Un impôt en retard. Le même jour, un pharmacien devait être exécuté à côté de lui pour le même motif. Mais le pharmacien ne s'est pas présenté. Il s'était racheté en travaillant à la cour du juge. C'est ainsi que se mettait en place une nouvelle hiérarchie. Le pillory était réservé aux pauvres. Les riches se repentaient en silence. Leurs noms étaient rayés des listes au bout de quelques jours. Ce n'était pas simplement de l'hypocrisie. C'était une nouvelle forme d'assurance sociale. Avec de l'argent, on achetait non seulement sa liberté, mais aussi sa réputation. Les documents internes de l'administration ont même conservé les tarifs. Une feuille intitulée « Évaluation du temps honteux » contenait un tableau. Une nuit de travail, une demi-journée de honte. Autrement dit, 2 nuits permettaient d'effacer une matinée au pilori. En termes monétaires, cela représentait 3 pièces d'argent. Pour un artisan, c'était le loyer mensuel. Pour un fonctionnaire, c'était une bagatelle. Le système avait également un aspect rituel. Formellement, la punition était tout de même exécutée. Le coupable se rendait dans une cave ou une remise où se trouvait un pillory sans place publique. On le mettait en place pour une courte durée. Le greffier notait dans le journal: « Correction commencée ». Ensuite, venaient les travaux physiques. Parfois, il s'agissait de sortir les ordures, parfois de nettoyer à la main les fosses d'aisance. Tout se passait la nuit pour que personne ne voie rien. Le lendemain matin, le greffier notait: « La honte est terminée ». Le trésor public ne recevait rien, mais le fonctionnaire obtenait de la main-d'œuvre et de l'argent. Les rapports médicaux de l'époque témoignent, après l'abolition des châtiments publics, le nombre de blessures et d'inflammations chez les pauvres qui passaient par le poteau sans protection a augmenté dans la ville. Les bourreaux ne se souciaient pas de l'état de la peau.
Les anneaux de fer frottaient le cou jusqu'au sang. Et par temps froid, les mains gelaient aux chaînes. Les maladies étaient qualifiées de infirmités honteuses, inflammation, brûlure, fièvre. Les livres médicaux attribuent ces cas à l'hypothermie, mais les récits populaires indiquent clairement qu'il s'agissait de traces de honte. Pendant ce temps, pour les riches, l'expérience physique de la punition avait complètement disparu. Leur honte était devenue un acte comptable. C'est ainsi qu'est née l'illusion de l'humanité. Moins de souffrance physique, plus d'ordre raisonnable. Mais c'était un ordre fondé sur l'inégalité. Les uns perdaient leur santé, les autres seulement leur argent. La commission créée après le scandale s'est heurtée à un paradoxe. Selon la loi, la punition devait être visible. Sinon, elle perdait tout son sens. Mais comment prouver l'invisible? Lors d'une réunion, selon le procès-verbal conservé, l'un des membres a déclaré « Si une personne a travaillé de nuit sur ordre du tribunal, cela signifie que la honte a eu lieu. » C'est ainsi que la corruption a obtenu une justification légale. Le journaliste a de nouveau tenté de publier ses articles, mais l'imprimerie a refusé de les imprimer. Il a alors commencé à envoyer des copies à d'autres villes. Plusieurs publications ont repris des extraits sous des titres tels que « De l'égalité imaginaire des peines ». La réponse ne se fit pas attendre. Le duc publia un décret sur la réglementation des pratiques honteuses. Pour la première fois, il y était officiellement mentionné que le pilori pouvait être remplacé par des travaux à la cour des fonctionnaires si cela contribuait à maintenir la paix sociale. C'est ainsi qu'un service illégal devint légal. Les lettres des contemporains contiennent des lignes amères. Désormais, l'opprobre est devenu volontaire. Les gens comprenaient que le pouvoir n'avait pas l'intention de renoncer à ce système pratique. Il permettait de maintenir l'apparence de l'ordre sans véritable publicité. De plus, des salles de correction entières ont commencé à apparaître dans les maisons des fonctionnaires, des caves équipées d'anneaux et de chaînes, où les condamnés passaient plusieurs heures afin de pouvoir ensuite apposer une marque dans le registre. Le mythe de l'égalité était maintenu dans les sermons. Les prêtres disaient que tous sont égaux devant le tribunal du Seigneur. Mais les documents affirmaient le contraire. En face des noms des citadins fortunés, on voyait de plus en plus souvent apparaître la mention remplacée par une obligation. Et en face des noms des pauvres, on lisait « accompli publiquement ». La différence ne se situait pas seulement au niveau de l'argent, mais aussi dans les souvenirs. Certains étaient vus, d'autres non. Le tissu moral de la ville a commencé à se dégrader. Les gens ont cessé de croire au sens des punitions. Si tout peut être payé, alors la honte perd son pouvoir. Dans les notes d'un pharmacien, on peut lire « Une punition sans spectateur, c'est comme un sermon sans auditeur ». Ces paroles ont ensuite été citées comme prophétiques. 10 ans plus tard,
le système s'est définitivement effondré. Mais avant cela, il y eut encore des années de silence, où tout semblait convenable. Le poteau sur la place se dressait comme un monument à l'ancien ordre. Parfois, on y attachait des mendiants pris au hasard, plutôt pour la forme, afin de montrer que la loi était toujours en vigueur. Et à côté, derrière les fenêtres des maisons des fonctionnaires, se déroulaient de véritables corrections, invisibles à tous. C'est à ce moment-là qu'une délégation du duché voisin est arrivée en ville. Elle s'intéressait à l'expérience de la justice intelligente. On lui a montré la place vide, on lui a parlé du caractère pacifique des citadins et du fait que les coupables travaillent désormais pour le bien de la société. En réalité, c'était pour le bien de personnes spécifiques. C'est ainsi que la corruption a été exportée comme un progrès. Il était particulièrement inquiétant que les nouvelles règles ne concernaient pas seulement les délits commerciaux ou civils, mais aussi les infractions religieuses. Auparavant, le blasphème, par exemple, était puni par une peine d'immobilisation contre un poteau le jour du service. Désormais, il suffisait de se corriger par la prière devant le tribunal. Le service religieux se transformait en une forme de rachat. La chronique de la ville écrit « Depuis que la honte est devenue privée, la foi s'est affaiblie. » À la fin de la décennie, les premiers pamphlets anonymes ridiculisant les serviteurs de la honte ont fait leur apparition. Ils représentaient les fonctionnaires avec les clés de leur propre poteau de cave. Ces textes circulaient secrètement, mais leur influence était énorme. Les gens ont commencé à murmurer que le pouvoir avait peur de sa propre place. En réponse, le duc ordonna de renforcer le contrôle. Dans chaque quartier, un gardien de la morale fut nommé, chargé de veiller à l'ordre et de signaler les infractions. En réalité, cela signifiait une source de revenus supplémentaires. Les gardiens acceptaient des pots de vin pour garder le silence. Le pilori cessa d'être un instrument de justice et devint le symbole d'une économie de la peur. Le système fonctionnait comme un mécanisme bien huilé. Les documents montrent que 8 scribes travaillaient dans la seule chancellerie du duc, dont la tâche consistait à enregistrer les corrections. Leur registre était soigné. Lignes régulières, signatures, dates. À première vue, un modèle d'ordre. Mais en lisant entre les lignes, on aperçoit une ombre. Chaque nom signifiait une transaction. Chaque chiffre, le prix de la conscience humaine. Lorsque la nouvelle de l'inspection de la chancellerie du duc est arrivée en ville, les fonctionnaires ont essayé de paraître confiants. Ils étaient habitués aux révisions. Chacune se terminait de la même manière, par la promesse de mettre de l'ordre dans les procédures. Mais cette fois-ci, les auditeurs n'étaient pas venus suite à une plainte officielle, mais à une dénonciation provenant de l'intérieur.
Son auteur était un ancien greffier du tribunal correctionnel. Désespéré, il avait envoyé une lettre à la capitale, joignant une copie de la liste où figuraient, à côté des noms des condamnés, les montants des paiements et les noms des personnes à qui ces paiements avaient été versés. Parmi les noms figuraient ceux du juge Lehman, du doyen de la mairie, de 2 membres de la chambre de commerce, ainsi que du supérieur d'un monastère. Tous recevaient de l'argent pour rachat sans témoin. Le greffier écrivit qu'il ne pouvait plus garder le silence, car il avait vu les riches sortir des caves sans même se salir les mains. La lettre parvint à la capitale 1 mois plus tard, mais l'effet fut explosif. Pendant que la commission se réunissait, des rumeurs circulaient dans la ville. Les gens disaient que les auditeurs de la capitale jugeraient les juges eux-mêmes. Les journaux écrivaient avec prudence, mais les allusions étaient transparentes. Dans les provinces du Nord, des incohérences ont été constatées entre les registres des sanctions et les dépenses des cours. Le mot « honte » n'était pas mentionné dans la presse, mais tout le monde comprenait de quoi il s'agissait. Le journaliste qui avait lancé l'enquête se cachait alors chez des amis. Ses articles étaient confisqués, mais des copies circulaient de main en main. Les gens les lisaient et reconnaissaient des noms familiers. Le tableau dans lequel il comparait « Un jour de honte à 3 pièces d'argent » a fait forte impression. Une simple expression arithmétique a réussi là où les sermons avaient échoué. Elle a mis un prix sur la conscience. Lorsque les inspecteurs arrivèrent, la ville les accueillit avec une froide indifférence. Personne ne voulait être témoin. Mais il était déjà impossible de dissimuler les traces dans les archives. Le greffier, qui avait envoyé la lettre, leur montra la cave secrète de la maison du juge. Il y avait là un vieux poteau entouré d'une chaîne. Une plaque était accrochée au mur. « Heure de correction ». La surface métallique était noircie, mais brillait aux endroits où le fer avait été frotté par les mains. Le rapport de la commission indique traces d'utilisation répétée. D'après les témoignages, les condamnés étaient amenés ici pendant la nuit. Formellement, cela prouvait l'existence de punitions secrètes. Mais lorsque les interrogatoires ont commencé, les fonctionnaires ont déclaré qu'il s'agissait d'un inventaire datant des anciens statuts. C'est ainsi que le mot « mémoire » est devenu une justification. Pendant ce temps, des gens ont commencé à tomber malades dans la ville. Parmi ceux qui purgeaient leur peine en public, des cas de gangrène et de fièvre sont apparus. Les dossiers médicaux font état de lésions au poignet, inflammation du cou, épuisement. Les soins étaient dispensés dans un refuge près du monastère. L'un des médecins a noté « Toutes ces maladies sont le résultat du froid et de la station debout prolongée. » Il a ajouté « Mais maintenant, il y a moins de malades, car les pauvres, qui n'avaient pas les moyens de payer, étaient de moins en moins nombreux. Beaucoup s'enfuyaient, tout simplement. Chaque mois, la ville se vidait. Le soir,
Les places restaient sans éclairage. Les magasins fermaient plus tôt. La peur était devenue la norme. Personne ne savait pourquoi on pouvait être puni et qui décidait de payer ou de rester. L'une des rares voix de protestation fut celle de la veuve d'un cordonnier, dont le mari avait été attaché à un poteau pour une dette envers un marchand. 2 jours plus tard, il est mort d'une pneumonie. La femme a obtenu que le nom de son mari soit inscrit dans le registre des morts sous la peine. Sa plainte est parvenue à la capitale et a été transmise à la même commission. Ce cas a été décisif. Lors de la réunion, l'un des membres a déclaré « Si la honte tue, alors la honte est une arme. » Entre-temps, les registres paroissiaux avaient disparu du monastère. Le supérieur expliqua qu'ils avaient été perdus dans un incendie, mais les auditeurs trouvèrent dans la cave une liasse de documents attachés avec une corde. Parmi eux se trouvait la correspondance entre l'Église et l'administration. Dans une lettre, le supérieur remercie le juge pour la correction opportune d'un paroissien. En bas, une note indique « Rémunération reçue ». C'était une preuve directe, mais elle n'a pas été publiée. Le duc ne voulait pas de scandale. Lorsque des copies des rapports ont été envoyées à la capitale, le bureau les a saisis et classés confidentiels. Mais un exemplaire est resté entre les mains du greffier, qui l'a remis à un journaliste des années plus tard. C'est ainsi qu'est apparu le texte intitulé « Le service de la honte ». Il décrivait en détail comment le système avait transformé la morale en service. Le journaliste écrivait que tous les participants au système se justifiaient de la même manière. Nous ne torturons pas, nous corrigeons. C'était la nouvelle rhétorique du pouvoir. L'humanité comme couverture pour le profit. En substance, il s'agissait de la privatisation de la honte. La punition publique devenait une transaction privée. Les personnes mises au pillory racontaient qu'au début, elles ne ressentaient aucune douleur, seulement le froid et le silence. La douleur venait plus tard, lorsque la foule commençait à lancer des mots. Ces mots blessaient autant que le fer. Mais maintenant que les punitions étaient devenues secrètes, la douleur n'avait pas disparu. Elle s'était simplement déplacée à l'intérieur. Ceux qui étaient corrigés dans les caves ne pouvaient plus regarder les gens dans les yeux pendant longtemps. Ils n'avaient pas de cicatrices sur le corps, mais ils avaient un vide en eux. Les médecins de l'époque ont remarqué un phénomène étrange, la fièvre silencieuse. Les personnes qui avaient subi des corrections secrètes perdaient le sommeil, devenaient recluses, cessaient de parler. Un médecin écrivait « Ils semblent avoir honte de ce que personne n'a vu ». Aujourd'hui, ce diagnostic serait qualifié de traumatisme psychologique. Mais à l'époque, il était considéré comme une faiblesse spirituelle. Au même moment, les premières fuites de documents ont commencé. Quelqu'un a glissé à l'imprimerie des copies des reçus avec les montants et les signatures des juges. Le journal les a publiés sous forme de satire.
Le duc a ordonné la fermeture de la publication, mais il était trop tard. Les citoyens ont vu qu'à côté de chaque montant figurait un nom. Les noms de ceux qui devaient être des exemples d'honnêteté. Dans les rues, on recommença à parler d'égalité. Les gens se demandaient si les riches peuvent racheter leur honte, pourquoi ont-ils besoin d'une conscience? Si la punition est un service, où est la justice? Il n'y avait pas de réponse. Les juges se taisaient, les prêtres prêchaient la patience, les fonctionnaires cachaient les documents. À ce moment-là, le journaliste fit ce que personne n'attendait de lui. Il publia les noms de tous les participants au complot dans un tract manuscrit qui fut distribué pendant la nuit. Le tract ne contenait qu'une seule phrase. Une punition sans témoin n'est pas une repentance, mais un marché. Ce texte devint le symbole d'une nouvelle ère. La réaction a été immédiate. Le duc a publié un décret sur le nettoyage des rangs judiciaires. Plusieurs fonctionnaires ont été démis de leurs fonctions, mais au lieu d'abolir cette pratique, elle a simplement été légalisée. Désormais, chaque condamné devait payer une amende fixe au Trésor public, soi-disant pour éviter les abus. Formellement, c'était une victoire de la justice. En réalité, c'était la légalisation du marché. Cependant, le mal moral était déjà fait. La ville ne croyait plus en la loi. Une femme au hasard pouvait dire « Il n'est pas coupable, il n'a simplement pas payé ». Cette phrase est devenue un dicton. Quelques années plus tard, l'un des prêtres écrivit dans son journal « Nous avons construit un temple à partir de dettes et de honte. » Il mourut peu après avoir publié ces mots, mais ils restèrent dans les chroniques. Les historiens diront plus tard que ce fut la première fois qu'une punition publique se transforma en service, non pas par la violence, mais par le confort, et que c'est à ce moment-là que naquit le concept de repentance contrôlée. Après le décret sur le nettoyage des rangs judiciaires, la vie dans la ville est apparemment revenue à la normale. Les boutiques sont rouvertes sur la place, les enfants passaient devant le vieux poteau, non plus avec crainte, mais avec indifférence. Ces anneaux ont été retirés, les traces de rouille ont été recouvertes de peinture, et la place elle-même a été clôturée sous prétexte de réparer le pavage. Ainsi, le symbole de la punition s'est dissous dans l'embellissement. Mais les archives de la capitale regorgeaient déjà de volumes de rapports, de correspondances et de plaintes. Les secrétaires de la chancellerie comprenaient que si les documents étaient divulgués, le scandale pourrait toucher non seulement les provinces du Nord. En effet, des systèmes similaires existaient dans d'autres villes. Dans l'une d'elles, par exemple, les nuits correctionnelles étaient officiellement appelées veillées de prière. Les condamnés passaient leur temps à la lueur des bougies dans la maison du supérieur à lire des psaumes. Formellement, il s'agissait d'une pénitence. En réalité, c'était un substitut payant à la honte publique. Dans les couloirs de la capitale, ce phénomène était appelé la nouvelle méthode du silence.
Lors des réunions du Conseil des avocats, certains ont fait valoir que cette pratique adoucissait les mœurs et prévenait les troubles dans les rues. En réalité, il s'agissait d'une question de contrôle. La honte publique était imprévisible. La foule pouvait se moquer, compatir ou prendre la défense du condamné. La punition secrète excluait les spectateurs et, par conséquent, le risque de sympathie publique. Le journaliste, de retour de la clandestinité, comprit que sa découverte s'inscrivait dans le cadre d'une réforme de l'État. Désormais, ce contre quoi il luttait était entériné par la loi. Il continua à écrire, mais aucun éditeur n'accepta ses textes. Il s'adressa à des collègues d'autres villes, mais ceux-ci avaient peur, ne serait-ce que d'aborder le sujet. Un jour, on l'a aperçu près de la place. Il se tenait devant un poteau recouvert de peinture et tenait dans ses mains une vieille pancarte sur laquelle était écrit « Faux serment ». Selon des témoins oculaires, il répétait « Ce n'était pas un poteau, c'était un miroir ». Une semaine plus tard, on l'a retrouvé mort dans la rivière. Le rapport indique qu'il s'agit d'une noyade, sans signe de violence. Après sa mort, les manuscrits ont disparu. Mais des années plus tard, un exemplaire du Service de la honte a refait surface dans la bibliothèque de l'université, avec une dédicace pour se souvenir que l'ordre aussi peut mentir. Ce document est devenu la base des recherches historiques du XVIIIe siècle. Les scientifiques n'avaient plus aucun doute. Le système de remplacement payant des peines avait été légalisé sous le couvert de l'humanisme. Entre-temps, la structure du pouvoir avait changé dans la ville même. À la place des juges, qui avaient leur propre cour, on nomma des fonctionnaires publics directement responsables devant le duc. Le pillory a été officiellement aboli et remplacé par des règlements pénaux. Désormais, les infractions étaient punies d'une amende fixe versée au trésor public. On disait que c'était la victoire de la raison sur la cruauté. Mais les archives montrent que la part des amendes qui allaient dans les poches des fonctionnaires n'avait pas disparu. Elle avait simplement changé de forme. Les nouveaux statuts stipulaient « Quiconque enfreint la loi peut se racheter par le travail ou par le paiement d'une amende. » Le mot « honte » avait disparu, mais le fond restait le même. La honte était devenue une ligne comptable. Et même si les cris ne résonnaient plus sur la place, la peur du tribunal n'avait pas disparu. Les gens ne craignaient pas les chaînes, mais les dettes. Avec le temps, cela a donné naissance à un nouveau phénomène, la honte de la dette. Si auparavant, on exposait la personne à la foule, désormais, son nom était simplement affiché sur les listes de débiteurs. Les journaux publiaient des rubriques intitulées « Mauvais payeurs ». Il s'agissait de la même forme d'humiliation publique, mais exprimée dans un langage commercial. Les chiffres ont remplacé le faire. Au début, les prêtres ont protesté. Ils voyaient que la repentance perdait tout son sens. Mais l'Église faisait aussi partie du mécanisme. Pour chaque correction, une partie
allaient dans les caisses, dont une partie servait à subvenir aux besoins du temple. C'est ainsi que la morale a été remplacée par le budget. Dans l'un des traités de prédication de cette époque, on trouve la phrase suivante: « L'âme se purifie de la même manière que le trésor, par la comptabilité. » Le scribe qui avait envoyé la dénonciation et ainsi déclenché l'enquête se retrouva au monastère. Son nom fut rayé de toutes les listes et les documents indiquaient qu'il avait quitté le service pour cause d'infirmité. En réalité, il fut surveillé jusqu'à la fin de sa vie. Il recopiait les livres de l'Église sans avoir le droit de toucher aux documents profanes. Avant sa mort, il écrivit: « J'ai vu la conscience se mesurer à l'heure. » Les historiens qui ont étudié cette période l'appelleront plus tard l'ère de la justice invisible. C'est à cette époque que la punition a cessé d'être corporelle pour devenir intérieure. L'homme vivait avec une dette, un reçu, un sentiment de culpabilité qui ne nécessitait plus de témoins. Cela semblait civilisé, mais en réalité, c'était un instrument de contrôle pratique. Le duc, qui a approuvé les nouveaux statuts, a acquis la réputation d'un réformateur. Son nom est entré dans les chroniques comme celui d'un souverain éclairé. Sur les portraits, il est représenté avec un livre de loi entre les mains. Mais dans ce même livre, entre les lignes, se trouve sa signature sous l'ordre autorisant le remplacement de la honte à la discrétion du tribunal. Sur la place où se trouvait autrefois le poteau, une fontaine fut construite plus tard. Son bassin est fait de la même pierre que celle sur laquelle était autrefois fixé l'anneau de fer. Les anciens murmuraient que l'eau de la fontaine sentait le fer. Personne ne savait si c'était vrai, mais les enfants l'évitaient. Au fil des ans, le souvenir du poteau de la honte s'est effacé. Les nouvelles générations ont lu à ce sujet dans les chroniques, comme s'il s'agissait d'une barbarie des temps anciens. Mais les documents disent le contraire. Dès la fin du 18e siècle, on trouve dans les registres des mentions de rédemption par le travail à la cour. Cela signifie que le système a survécu plus longtemps qu'il n'y paraît. Il a simplement changé d'appellation. Lorsque, au 19e siècle, les historiens ont commencé à publier les archives, la société a été horrifiée. La honte n'avait pas disparu. Elle était simplement devenue invisible. De la table du duc aux greffiers municipaux, le long chemin de la comptabilité transformait le visage humain en chiffres. Un chercheur a écrit: « Le pillory a disparu des places publiques, mais il s'est développé dans les esprits. Désormais, chacun est son propre bourreau. » Cette phrase est devenue l'épigraphe d'une nouvelle ère, où la punition ne nécessitait plus de chaînes. Un document suffisait. Les monuments érigés en l'honneur des réformes judiciaires se dressaient, là où autrefois la foule huait les condamnés. Personne ne se souvenait plus de leur nom. Mais en regardant de plus près les pierres sous ses pieds,
On pouvait voir d'anciennes marques gravées, traces d'anneaux de fer incrustés dans le pavé. Ils n'avaient pas été enlevés, simplement recouverts de chaux. Pour les contemporains de ces événements, tout s'est terminé dans le calme. Le scandale n'a pas dégénéré en émeute. Les gens se sont habitués au nouvel ordre, à une forme de justice commode qui ne nécessite pas de regarder la souffrance. Cependant, les chroniques ont conservé cette mention. Depuis lors, la conscience est devenue un service. Quand, un siècle plus tard, les chercheurs ont examiné les archives municipales, ils ont été surpris. Presque tous les documents sur le pilori avaient été détruits, mais les factures et les reçus relatifs aux corvées avaient été parfaitement conservés. Ainsi, l'histoire n'a pas conservé la honte, mais la comptabilité. Il y avait là quelque chose de symbolique. Le souvenir de la morale s'était effacé, mais celui du devoir était resté. Les archivistes ont remarqué que les papiers sentaient le vinaigre et la moisissure. L'encre était décolorée, mais les chiffres étaient lisibles. À certains endroits, à côté des montants, quelqu'un avait ajouté au crayon, d'une main plus récente, « Honte payée ». Il s'agissait peut-être de notes datant du 19e siècle, lorsque des chercheurs ont tenté de reconstituer l'ancien système. Ils ne savaient pas que c'était exactement à cela que ressemblait le premier modèle de remise commerciale. Dans les universités, on en parlait avec prudence. Certains la qualifiaient de précurseur du droit pénal moderne, d'autres de catastrophe morale. Mais tous s'accordaient sur un point. C'est là qu'a commencé l'ère où la punition est devenue un échange. La douleur physique s'est transformée en calcul. Le spectacle est devenu une procédure. La honte s'est transformée en chèque. Certains documents mettent en lumière la longévité des anciennes coutumes. Même lorsque les lois interdisaient officiellement l'humiliation publique, les juges continuaient à conserver dans leurs bureaux des objets symboliques, des anneaux, des plaques, des fragments de ces mêmes poteaux. On disait que c'était en souvenir du service. En réalité, il s'agissait de trophées. Ils étaient conservés comme un rappel du pouvoir sur le corps. Parallèlement, dans d'autres pays, dans des villes italiennes et allemandes, il se passait la même chose. La honte publique disparaissait des places publiques, mais restait dans les documents. Dans un statut bavarois de la fin du XVIIe siècle, on trouve la phrase suivante. La punition par la honte peut être remplacée par une amende fixée par le tribunal en fonction de la situation de la personne. La phrase semblait humaine, mais elle cachait une vieille inégalité. Plus la situation était élevée, plus la punition était légère. Les historiens ont appelé ce processus l'inspiration financière du droit. C'était la première fois que l'économie remplaçait définitivement la morale. Depuis lors, le pouvoir n'avait plus besoin d'une foule de témoins, il lui suffisait de comptes. 2 siècles plus tard, lorsque les villes industrielles se remplirent d'usines et de quartiers ouvriers, l'ancienne formule revint sous un nouveau nom.
amende pour violation de la discipline. Sur le papier, cela semblait être une mesure simple, mais en réalité, c'était la même chose. Échanger la honte contre de l'argent. Seulement, désormais, le paiement ne servait plus à sauver la face, mais à obtenir le droit d'enfreindre la règle. Au 19e siècle, un philosophe français qui étudiait les archives des duchés du Nord écrivait « La peine capitale publique a disparu, mais son esprit vit dans la comptabilité. » Il faisait précisément référence à cette ville et à son système. On trouve dans ses notes une brève remarque. Là où se trouvait autrefois un poteau, il y a maintenant une fontaine. Les gens boivent l'eau sans savoir qu'elle coule sur les pierres de l'infamie. Alors qu'en Occident, ces pratiques s'étaient étudiées comme des curiosités du passé, dans la ville même, leurs souvenirs étaient préservés dans le folklore. Les vieilles femmes racontaient aux enfants « Ne regarde pas dans les yeux de l'eau, car ceux qui étaient ligotés s'y reflètent. » C'étaient des superstitions, mais elles contenaient une part de vérité. Le sentiment collectif de honte n'avait pas disparu. Il était simplement devenu impersonnel. Avec le développement des journaux et de la bureaucratie, le pillory a pris une nouvelle forme, celle des publications. Désormais, les gens n'étaient plus mis au pillory contre un arbre, mais sur une page. Le journal s'appelait « Annonce municipale ». En bas, en petits caractères, figurait la liste des déshonorés pour dette. C'était un pilori de papier, froid, mais tout aussi efficace. Dans les traités médicaux de la fin du XVIIIe siècle, le concept de honteuse mélancolie est apparu, désignant un état dans lequel une personne se sent condamnée sans raison. Les médecins considéraient cela comme un trouble nerveux, mais les historiens y voyaient un symptôme social. Là où la punition était devenue invisible, la honte s'était installée à l'intérieur. Lorsque, au 19e siècle, les autorités municipales ont décidé de créer un musée d'histoire ancienne, la question du pillory est devenue une pierre d'achoppement. Certains voulaient l'exposer comme un artefact, d'autres voulaient le cacher. Les seconds l'ont emporté. Le pillory est resté dans les caves de la mairie, démonté en plusieurs morceaux. Seul l'anneau, rongé par la rouille, était exposé sous une pancarte intitulée « Forme de punition médiévale ». Personne n'expliquait que cet anneau avait encore été utilisé pendant 100 ans après son abolition. Les générations se sont succédées, mais la forme de pouvoir sur le corps et le nom n'a pas disparu. Dans les statuts du 19e siècle, la honte n'était plus appelée déshonneur, elle était remplacée par les mots mécontentement public. C'était le même sentiment, mais sans les cloches et la place publique. Les gens eux-mêmes ont commencé à craindre davantage de perdre leur réputation que leur liberté. Là où auparavant on punissait physiquement, on punissait désormais par le silence. Le pouvoir a appris à ne pas montrer la punition, mais à créer un sentiment d'observation. On disait « Si tu es coupable, tu le sais toi-même ». C'est ainsi que la conscience est définitivement devenue une partie intégrante du mécanisme
de contrôle. Au 20e siècle, les sociologues trouveront dans les archives ce registre avec les doubles noms et l'appelleront « premier registre de la punition privatisée ». Lors de séminaires, on discutera de la manière dont la société a appris à gérer la honte, non pas avec un bâton, mais avec un document. Et tout a commencé parce qu'un juge ne voulait pas gâcher sa place avec une exécution bruyante. Il ne restera qu'un seul nom inconnu, celui du greffier qui a autrefois dénoncé ses supérieurs. Sa signature dans les rapports est écrite soigneusement, en petits caractères. Dans la marge, une brève note. Si la justice n'est pas visible, elle meurt. Ces mots seront plus tard gravés sur une plaque commémorative dans la bibliothèque de l'université. Les historiens débattent encore aujourd'hui pour savoir si ce système était un progrès ou une déchéance morale. Certains affirment qu'il a sauvé des vies, d'autres qu'il a tué le concept d'égalité. Mais, quelle que soit la teneur du débat, tous s'accordent sur un point. Depuis lors, le monde a cessé de croire en la pureté des punitions. Chaque décision de justice est devenue un rappel qu'il y a quelque part un prix que quelqu'un a déjà payé. Aujourd'hui, un bâtiment administratif se dresse à l'emplacement de cette place. En dessous, sous une couche de dalles, se trouvent les vestiges des fondations de l'ancien poteau. Personne ne sait où se trouve l'anneau, ni où sont passées les plaques. Seulement, parfois, quand il pleut, l'eau coule le long des murs du bâtiment et laisse des traces brunes qui ressemblent à de la rouille. Les gens disent que ce n'est que de la saleté. Mais les anciens archivistes murmurent autre chose. C'est la mémoire. Et quand on regarde ces traces, on comprend que le pillory n'a jamais disparu. Il s'est simplement déplacé là où on ne le voit pas. Dans les papiers, dans les comptes, dans les rapports, dans la peur de faire un faux pas, et peut-être même en nous-mêmes.